ولن نساوم على الحق أو الثوابت. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Première visite au sommet pour Marine Le Pen en visite au Liban. Après Michel Aoun, Saad Hariri a reçu la candidate d'extrême droite à la présidentielle française. Les musulmans sont les premières victimes du terrorisme, a rappelé le Premier ministre à la chef du Front National. À Mossoul, les forces irakiennes lancent l'offensive sur l'ouest de la ville alors que Jim Mattis est arrivé à Bagdad pour une première visite dans le pays. Les États-Unis ne vont pas piller les réserves de pétrole en Irak, a déclaré le secrétaire américain à la Défense. En Turquie, 47 personnes comparaissent pour avoir tenté d'assassiner le président Erdogan lors du putsch manqué. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Mougla, dans l'ouest du pays. La candidate à l'élection présidentielle en France est depuis hier soir au Liban. Marine Le Pen effectue une visite de 48 heures. Elle a été reçue par le président de la République et par le Premier ministre libanais. Entretien durant lequel Saad Hariri a tenu à dénoncer, je cite, l'amalgame entre islam et terrorisme. Les musulmans sont les premières victimes du terrorisme, a ajouté le chef du gouvernement, alors que la présidente du Front National faisait part au Premier ministre, je cite, de son inquiétude fondamentale face au développement du fondamentalisme islamique. Puis avant cela, la candidate française a été reçue par le président libanais Michel Aoun au palais de Baabda. C'est la première fois qu'elle est officiellement reçue par un chef d'État étranger. Marine Le Pen y a loué, je cite, la longue et fructueuse amitié entre les deux pays. Elle a exprimé le souhait de voir les relations entre la France et le Liban retrouver une deuxième jeunesse, notamment au travers de la francophonie. Le budget sera approuvé cette semaine. Déclaration du ministre de l'Information, Melhem Riachi à Baabda. La question budgétaire doit, selon lui, être évoquée aujourd'hui lors d'une séance du Conseil des ministres, mais également mercredi et vendredi pour approuver donc le budget de l'État. Il a précisé que le gouvernement attend de finaliser l'action liée au budget pour fournir des efforts sérieux au sujet de l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. Les États-Unis ne vont pas piller les réserves de pétrole de l'Irak, a assuré aujourd'hui le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, qui est arrivé à Bagdad. L'objectif est d'apaiser les craintes après des déclarations controversées du président américain. Il effectue sa première visite dans le pays comme secrétaire américain à la Défense. Puis en Irak, les forces irakiennes lancent l'offensive sur l'ouest de Mossoul. L'assaut se prépare sur la rive droite du Tigre. Il doit permettre de compléter la conquête du bastion de l'organisation État islamique. Serine Bey nous en dit plus. Sur les collines d'Al-Bousseif, au sud-ouest de Mossoul, le ciel se couvre d'un voile noir épais. Depuis dimanche, les bombardements sur les zones tenues par les djihadistes sont incessants. Nos hélicoptères ont tué jusqu'ici 93 combattants du groupe État islamique et ont détruit 18 véhicules militaires blindés utilisés par l'organisation. Selon l'armée irakienne, 15 villages ont été repris dimanche par les soldats irakiens dans le sud de la ville. Premier objectif, reprendre l'aéroport situé à environ 5 km d'Al-Bousseif pour bénéficier d'une base avancée avant de progresser dans le cœur de la ville à l'ouest. La coalition internationale dirigée par les États-Unis participe également à la bataille en menant des raids dans la région. Nous avons remarqué que les capacités et le moral des terroristes sont en train de fondre. Parce que nous avons déjà détruit 2 voitures piégées. Nous en avons vu s'échapper et la plupart se sont réfugiés dans ce village là-bas. Pour venir à bout des djihadistes dans la partie est de la ville, il a fallu 3 mois aux troupes irakiennes. Mais cette bataille à l'ouest risque d'être bien plus difficile. Près de 750 000 habitants seraient encore coincés à l'intérieur de cette zone. La partie occidentale est surtout composée de ruelles étroites. Les djihadistes connaissent le terrain et ont eu le temps de se préparer à la bataille. En Turquie, 47 personnes comparaissent pour avoir tenté d'assassiner le président Erdogan lors du coup d'État manqué du 15 juillet. Le parquet a demandé plusieurs peines de prison à perpétuité contre chacun des accusés. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Mougla, dans l'ouest de la Turquie. Kim Von Din. Sous
voulait huer des manifestants. Ils sont un à un conduits vers le tribunal. 44 hommes, d'anciens soldats pour la plupart, ainsi que 3 autres toujours recherchés, sont appelés sur le banc des accusés. Tous soupçonnés d'avoir tenté d'assassiner le président turc le 15 juillet dernier. Devant le tribunal, la centaine de manifestants pro-Erdogan réclament le retour de la peine capitale. Que ces mains qui ont nui à notre chef soient brisées, que ces traîtres soient condamnés à mort. Nous voulons la peine de mort. En 2004, dans le cadre de sa candidature d'adhésion à l'Union européenne, la Turquie avait pourtant dû abandonner formellement la peine de mort. Même si aucune exécution n'a eu lieu depuis 1984, le président Erdogan avait évoqué au lendemain de la tentative de coup d'État son possible rétablissement. Pour l'heure, le parquet a requis des peines de prison à perpétuité. Un des avocats de Recep Tayyip Erdogan a insisté sur la gravité des faits. Ce procès est important parce que pendant la tentative de coup d'État, le seuil le plus critique a été atteint, à savoir la volonté de tuer le président cette nuit-là. Le 15 juillet, alors que le président turc était en vacances en famille, les putschistes avaient tenté de s'emparer du pouvoir dans la nuit, avant de se rendre aux autorités au petit matin. Les violents affrontements avaient fait des centaines de morts. Plus de 43 000 personnes ont été arrêtées. Ce procès est d'ores et déjà qualifié d'historique dans le pays. C'est la première fois qu'une tentative de coup d'État échoue en Turquie. L'audience se tient toutefois sans Fethullah Gülen, le prédicateur islamiste accusé d'être le cerveau du putsch manqué. Exilé aux États-Unis, l'homme nie toute implication. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. La reconnaissance par Moscou des passeports séparatistes en Ukraine est inacceptable, déclare le gouvernement allemand. Le porte-parole d'Angela Merkel parle d'une infraction aux accords de paix de Minsk alors que l'Allemagne est l'un des garants du processus de paix. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle trêve est censée rentrer aujourd'hui dans l'est du pays. Cécile Galuccio. Sous les fenêtres de ces bâtiments présidentiels, la tension est palpable. Entre d'un côté des ultranationalistes et de l'autre des dizaines de policiers. Très vite, le ton monte et les violences éclatent. Au moins 7 personnes sont arrêtées. Nous allons bloquer tout le trafic avec les territoires occupés et avec le territoire du pays agresseur. Et ils ont déjà commencé. 4 liaisons ferroviaires sont bloquées. Ce sont les trains de charbon qui sont visés. Car en dépit du conflit, Kiev continue d'en acheter aux régions rebelles de l'Est du pays. 2 ans après la signature des accords de Minsk, censés mettre fin à la guerre dans le Donbass, le conflit n'est toujours pas réglé. Il s'est même intensifié ces dernières semaines, rendant caduc le dernier cessez-le-feu, entré en vigueur fin décembre. Reste à savoir si le nouveau tiendra. Cela fait 3 ans que la révolution a éclaté. Depuis, l'Ukraine pleure ses morts, 10 000 personnes depuis 2014, et toujours aucun consensus sur la manière de ramener la paix dans le Donbass. Pyongyang récuse l'enquête malaisienne portant sur l'assassinat de Kim Jong-nam. L'ambassadeur nord-coréen à Kuala Lumpur a mis en cause la fiabilité de l'investigation. Serine Bey nous en dit plus. Des relations de plus en plus tendues entre la Corée du Nord et la Malaisie. Alors que Kuala Lumpur a rappelé son ambassadeur à Pyongyang, la Corée du Nord demande le rapatriement immédiat du corps de Kim Jong-nam et remet en cause l'enquête menée par les autorités malaisiennes. Cela fait 7 jours que cet incident s'est produit, mais il n'y a toujours aucune preuve de la cause du décès. Donc nous ne pouvons pas faire confiance à l'enquête menée par la police malaisienne, même lorsqu'elle rendra ses conclusions. L'ambassadeur nord-coréen, convoqué par les autorités malaisiennes, rejette déjà les conclusions de l'autopsie pratiquée sur le corps de la victime. Des conclusions qui pourraient être publiées cette semaine. Dès que les médecins légistes seront sûrs d'avoir identifié la cause qui aurait provoqué sa mort, alors ils communiqueront cette information à la police. Dès que nous saurons, nous communiquerons là-dessus. Nous n'avons aucune raison de dissimuler ces informations. Les autorités malaisiennes ont annoncé avoir identifié 4 nouveaux suspects. Tous sont nord-coréens et ont quitté la Malaisie le jour où Kim Jong-nam a été tué. Selon les autorités indonésiennes, au moins 3 d'entre eux auraient pris place à bord d'un vol en direction de Jakarta, puis de Dubaï. Jusqu'ici,
4 suspects ont été interpellés par la police malaisienne. Parmi eux, un Nord-Coréen, un Malaisien, une Vietnamienne et une Indonésienne. Cette dernière est suspectée d'avoir aspergé le visage de Kim Jong-nam d'une substance toxique mortelle. Présidentielle en Équateur, le candidat socialiste Lénine Moreno est en tête du premier tour. Il devance son adversaire de droite, Guillermo Lasso. Tous deux sont dans la course pour la place de Rafael Correa. L'ambiance est à la fête. Rafael Correa vient féliciter Lénine Moreno alors que les résultats préliminaires du premier tour viennent de tomber. Les premiers chiffres sont encourageants. Le candidat du parti au pouvoir est en tête de l'élection présidentielle avec 38% des voix. Nous venons de gagner les élections. Le peuple équatorien a été réceptif à notre message. Et la seule chose que nous pouvons lui dire, c'est merci beaucoup. Dans le camp adverse, Guillermo Lasso et ses soutiens veulent y croire. Le candidat conservateur a pour l'instant recueilli 28% des voix et croit donc en un second tour. Il aura lieu si son rival a moins de 10 points d'avance sur lui ou si Lénine Moreno n'arrive pas à franchir la barre des 40% des voix. Un palier qu'il n'a pas atteint pour l'instant. Les Équatoriens ont voté pour toutes les options, sauf le gouvernement. Plus de 60%, 62% du peuple a dit non au gouvernement. Lénine Moreno est le protégé de Rafael Correa qui ne se représente pas après 3 mandats consécutifs. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée pour savoir si un second tour doit être organisé. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Première visite au sommet pour Marine Le Pen au Liban. Après Michel Aoun, Saad Hariri a reçu la candidate d'extrême droite à la présidentielle française. Les musulmans sont les premières victimes du terrorisme, a rappelé le Premier ministre libanais. À Mossoul, les forces irakiennes lancent l'offensive sur l'ouest de la ville alors que Jim Mattis est arrivé à Bagdad pour une première visite dans le pays. Les États-Unis ne vont pas piller les réserves de pétrole en Irak, a déclaré le secrétaire américain à la Défense. En Turquie, 47 personnes comparaissent pour avoir tenté d'assassiner le président Erdogan lors du putsch manqué en juillet. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Mougla, dans l'ouest du pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée. ولن نساوم على الحق